Bienvenue à Top Chrono. Cette semaine à l'émission, de la méditation au travail, un restaurant qui a une vision d'affaires différente, des fromages frais de chez vous à chez vous. Tout cela et bien plus encore en 27 minutes, Top Chrono. Cette semaine à l'émission, l'entrepreneuriat est à l'honneur. Qui sont les nouvelles entreprises d'aujourd'hui? Quelles valeurs sont importantes pour eux? Et qu'y a-t-il de nouveau dans la gestion des équipes? Nous rencontrons aujourd'hui des entreprises du Québec qui nous partagent leur expérience. Nous portons notre attention sur une tendance dont on entend beaucoup parler dans le monde de l'entrepreneuriat, la start-up. À Montréal, de jeunes entreprises voient grand avec de petits moyens. C'est le cas de la start-up Humain, qui nous propose de fabriquer des fromages frais à la maison. Les consommateurs canadiens s'intéressent aux entreprises locales, mais continuent à consommer davantage dans les grandes surfaces. Comment les petites entreprises font-elles pour tirer leur épingle du jeu dans le monde de l'alimentation? Notre journaliste Myriam Demers-Lemay s'est entretenue avec les fondateurs d'Humain pour répondre à la question. Max Valencia et Pascal Richard dirigent l'entreprise Humain depuis 1 an et demi. La start-up propose des kits pour fabriquer du fromage frais à la maison. Le couple a lancé l'entreprise pour rapprocher les gens de leur alimentation. Parce que vraiment, ici, on mange beaucoup de plats congelés, on mange des plats qui sont en conserve. Des fois, on oublie même d'où vient l'aliment d'origine. Fait que de faire un produit, dans le fond, qui permette aux gens de reconnecter avec ça, de vraiment connecter avec tout le processus de fabrication. C'est d'ailleurs ce que plusieurs consommateurs recherchent dans leur expérience culinaire. Selon le professeur honoraire en entrepreneuriat à HEC Montréal, Louis-Jacques Filion. On s'en va aussi vers des habitudes alimentaires qui font que les gens mangent non seulement en allant s'approvisionner au supermarché, mais en faisant eux-mêmes quelque chose de plus authentique à partir de ce qui leur est proposé par des entreprises. Devant l'engouement de leurs amis pour leur fromage fait maison, Max et Pascal réalisent une étude de marché. Humain est donc né d'un besoin détecté sur le marché québécois. Selon le professeur Filion, cette stratégie est garante de succès. Les petites entreprises qui veulent percer ont avantage à avoir un produit très différencié qui est conçu, qui vient répondre à un besoin émergent dans le marché. Les géants de l'alimentaire occupent déjà le marché de masse. Pour réussir, les start-up comme Humain ont donc avantage à adopter une stratégie de niche en offrant des produits destinés à une clientèle ciblée. C'était Myriam Demers-Lemay pour Top Chrono. On a profité de notre rencontre avec M. Louis-Jacques Filion, professeur en entrepreneuriat au HEC Montréal, pour discuter d'achat local. On s'en va vers les régionalismes parce qu'on est passé des entreprises nationales aux entreprises internationales et là, on s'en va vers les entreprises régionales. Donc, on a ces grandes multinationales, mais on a des marchés régionaux qui se développent de plus en plus partout sur la planète. Et vous voyagez en Europe, partout en Amérique du Nord, vous trouvez toutes sortes de microbrasseries locales, de produits locaux. Ça n'existait pas il y a 20 ans. C'est tout apparu dans les 10 dernières années. Effectivement, selon la presse, plus de 150 brasseurs artisanaux et industriels sont présents au Québec. Beaucoup de ces nouvelles entreprises utilisent des stratégies de travail peu orthodoxes. Certaines sont des coopératives, d'autres brassent de la bière en collaboration avec d'autres brasseries et beaucoup utilisent des pratiques écologiques et favorisent des produits locaux. Nous nous trouvons aujourd'hui au pub Pit Caribou sur la rue Rachel à Montréal, la nouvelle succursale de la microbrasserie qui est toutefois née à Lens-à-Beaufils, tout près de Percé. L'entreprise a débuté ses activités il y a environ 10 ans et emploie désormais plus de 25 personnes. Distribuer ses produits à travers le Québec ne suffisait plus. Ils ont donc décidé d'ouvrir une nouvelle succursale en juin 2016. Le Pit Caribou fait partie de ce mouvement qui compte faire des affaires différemment. Nous nous entretenons aujourd'hui avec Thibault Cordonnier, gérant du pub. Bonjour. Salut. Salut. Est-ce que c'est important pour vous d'utiliser des produits locaux dans la fabrication de la bière? Oui, c'est très important. Puis encore une fois, pareil ici,
On n'a pas de cuisine, mais on propose des petites planchettes de dégustation, puis uniquement des produits gaspésiens, des fruits de mer, du jerky de yak, du fromage de la petite ferme Natibo, fromage de gouda de chèvre. Voilà, c'est vraiment... On reste le plus artisanal possible. Tous nos produits ici sans alcool sont uniquement québécois avec des produits montréalais comme 1642 Cola ou Henri Soda ou du Maté fait à Montréal. On n'a aucun produit sans alcool industriel comme Coca-Cola ou quoi que ce soit. Okay. Pareil, dans nos alcools, on met en avant les micro-distilleries québécoises qui sont aussi en expansion assez énorme. Donc tous nos gins, vodka sont québécoises. Est-ce que vous prévoyez une future expansion? Est-ce que c'est dans les plans? Ou... non, l'année 2017, ça va être déjà comme commencer à rouler toutes les affaires qu'on a mis en route. Puis, parce que la microbrasserie augmente aussi à chaque année, il y a une extension de plus. On a agrandi ce qu'on appelle le Shell, l'entrepôt de barils où on fait des vieillissements de bière. Tout ça, donc il y a comme maintenant, c'est comme on va se calmer un peu, puis on va essayer de développer les affaires qu'on vient juste de créer, en fait. Bien, merci beaucoup, Thibault, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite le meilleur pour 2017. Bien, merci. Dans quelques minutes, les robots pourraient-ils être la solution pour désengorger les hôpitaux? Anne-Hélène May a rencontré un étudiant de l'Université Concordia qui travaille sur la création d'un robot pour le domaine médical. Mais avant, allons rejoindre Charlotte Mondou-Fournier. Bonjour Charlotte. Bonjour Émilie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est la méditation pleine conscience? Donc la méditation pleine conscience est une technique de méditation qui consiste à contempler les sensations qui se présentent au corps ou contempler les idées qui viennent à l'esprit. Donc c'est de laisser passer toutes les idées, les sensations et être présent au niveau de l'attention. Donc, vous nous avez préparé un reportage sur le sujet. On s'en va écouter ça tout de suite. À partir des années 60, le bouddhisme fait des milliers d'adeptes en Occident et diverses formes de méditation gagnent en popularité. Pour moi, la méditation, c'est une rencontre privilégiée avec moi-même. Ça apporte une sérénité, un calme. Ça permet une meilleure gestion des émotions aussi. Donc, quand on est stressé, fâché, alors que ça ne sert à pas grand-chose finalement, donc on s'assoit, on respire, on fait un petit voyage intérieur, ça fait du bien. Dès le début des années 80, certains psychologues développent une technique de réduction de stress inspirée du bouddhisme, la méditation pleine conscience. La pleine conscience est aujourd'hui en effervescence et gagne un nombre croissant d'initiés dans les centres de mieux-être, les écoles, les prisons, les hôpitaux et les entreprises. Antoine Panayotti s'intéresse à la philosophie et la psychologie bouddhiste. Selon lui, la pleine conscience alimente une petite industrie lucrative. Après la médicalisation de la méditation pleine conscience, la marchandisation de la méditation pleine conscience. On en a fait un produit qu'on vend aux individus par le biais d'applications, etc., ou à des entreprises pour avoir des employés qui ont moins de stress, qui sont plus créatifs, qui s'entendent mieux dans le milieu du travail. L'importante offre de produits et services de pleine conscience tente de répondre à une demande du marché grandissante. Hi, I'm Lynn. Think of me as your personal meditation coach. As our culture has become more and more frenetic and more stressed, people are looking for solutions to help them deal with a lot of that stress. And one of the things that is so wonderful today about apps is that it makes it available to anybody, anywhere. La clinique Mindspace accompagne un nombre croissant d'entreprises qui offrent des formations pleine conscience à leurs employés. La pression, le stress que beaucoup de gens vivent au travail, c'est de plus en plus un problème pour les entreprises. Comment créer un environnement où l'innovation et la créativité peuvent sortir facilement.
comment réduire les coûts de l'absentéisme, les gens stressés, les gens qui ne performent pas bien à cause de la pression et juste le volume de travail. L'une des principales critiques de l'industrie de la pleine conscience est que celle-ci offre des produits qui permettent de pallier aux dures réalités du monde contemporain et non pas de s'attaquer aux causes fondamentales des maux sociaux. Tu es trop stressé au travail, tu dors mal la nuit, médite, on va subventionner ça. Tu vas pouvoir avoir une salle de méditation au travail. Si tu ne médites pas, c'est ton problème. Ce n'est pas parce que tu as 80 heures de travail par semaine, ce n'est pas à cause des stress qui sont systémiques. La critique, c'est de mettre vraiment la responsabilité sur le travailleur, sur l'employé, de se guérir et de se protéger en pratiquant la méditation pleine conscience. Ça détourne l'attention des problèmes systémiques et ça les situe justement sur le plan de l'individu. Et c'est d'autant plus paradoxal que, justement, le contexte idéologique et éthique plus large dans lequel la méditation pleine conscience a été développée, c'était justement pour essayer de dissoudre l'individualisme et la cupidité et toutes ces dispositions, si on veut, individualistes qui sont vues dans le bouddhisme comme étant néfastes et nuisibles. Réduction du stress, concentration accrue, meilleure qualité du sommeil, les bénéfices de la méditation pleine conscience sont bien réels. Pourtant, face à sa marchandisation, il devient pertinent de poser un regard critique sur les causes sociales et psychologiques des problèmes que la méditation cherche à traiter. Charlotte Mondou-Fournier pour Top Chrono. On voyait dans votre reportage que vous avez été dans des centres bouddhistes. Comment les moines voient cette commercialisation, démocratisation du bien-être? Alors, on s'est rendu dans les centres bouddhistes, effectivement, et on a rencontré des moines qui nous ont dit qu'eux voyaient, en fait, d'un très bon œil le fait que la méditation était aujourd'hui aussi démocratique, qu'on pouvait la pratiquer partout sans nécessairement avoir une affiliation avec la spiritualité bouddhiste. Par contre, ils nous ont mis en garde. C'est certain que méditer seulement pour atteindre des objectifs professionnels de performance ou capitalistes, faire plus d'argent, avoir un meilleur rendement, etc., ils trouvent que c'est probablement qu'il y a un potentiel perdu, en fait, parce que la méditation permet vraiment d'accéder à un bien-être qui est vraiment au-delà de tout ça. Donc, ils voient peut-être certains dangers dans les usages, mais de façon générale, voient ça de façon très positive. Donc, ils voient ça de façon zen. Oui, exactement. Merci, Charlotte, de nous avoir éclairé sur cette tendance. Ça fait plaisir, Émilie. Plus tard dans l'émission, les jeunes professionnels n'ont plus nécessairement d'adresse fixe. Les espaces et cafés collaboratifs sont de plus en plus fréquentés. On retrouve Zoé Baldi qui nous explique que si certains se relaxent avec la méditation, d'autres y vont de manière un peu plus brutale. Zoé, bonjour. Bonjour. Alors, il paraît qu'on peut lancer des haches pour se détendre. Bon, je sais pas si ça fonctionne mieux que la méditation. Au niveau de la respiration, je m'y connais pas trop, mais je pense que le principe reste le même. Donc, vous vous êtes rendu sur les lieux de ce nouveau projet montréalais, Rage Academy. Qu'est-ce que cette Académie de la hache, en fait? Alors, j'ai rencontré Anton Pouchkari, qui est l'un des cofondateurs, et il m'a expliqué que pour 40 $, on peut louer une cible pendant 1 heure, à maximum 3 personnes, avec un coach personnalisé. Et le principe, c'est donc de lancer des haches pendant 1 heure, chacun son tour. Et ils avaient créé Échappe-toi avant, mais ils ont décidé de faire quelque chose un peu plus sportif. Et ils ont eu l'idée en regardant la série, l'émission Les Vikings. Est-ce qu'il y a vraiment une demande pour cela? Est-ce qu'il y avait du monde quand vous êtes allé ou J'y suis allée quand il y avait un événement sur Facebook et j'ai vu qu'il y avait 1200 personnes qui étaient intéressées et il y avait énormément de fils. Je pense qu'il y avait 200 mètres de fil. Et qu'est-ce qui semblait motiver les gens à venir lancer la hache? J'ai rencontré plusieurs personnes. Alors, globalement, c'était quand même une envie d'essayer. Je pense que pas grand monde je pense qu'il y a peu de personnes qui ont déjà lancé une hache dans leur vie, sur une cible en tout cas. Mais j'ai même rencontré des personnes qui venaient là pour détruire leur ordinateur.
qu'il y avait eu un bug et ils se sont dit tiens, autant lancer une hache dessus, ce qui est plutôt une bonne solution. Je peux tout à fait comprendre ça. Donc, on va regarder tout de suite un cours 101 sur le lancer de la hache. Merci Zoé. Si on comprend notre forme et notre distance, on va toujours rentrer lâche. Mais ça prend une quinzaine, vingtaine de minutes de vraiment prendre notre technique. C'est pas comme en bowling, si on lance des fois, puis on va rentrer. On doit trouver notre distance, on va trouver notre force, puis après ça, on doit utiliser notre corps pour lancer lâche. Tournons-nous maintenant vers des organisations qui veulent faire une différence tout en étant rentables. En fait, dans leur cas, faire une différence assure leur prospérité. Le restaurant Robin des Bois fête ses 10 ans cette année. Ce pionnier des restaurants communautaires est reconnu pour verser ses profits à 4 organismes. Mais une autre particularité le caractérise. Ses employés sont soutenus chaque jour par de nombreux bénévoles qui viennent mettre la main à la pâte. On retrouve Charlotte Simon sur les lieux. Charlotte, est-il possible d'être un restaurant communautaire tout en étant rentable? Créé en 2006, le restaurant communautaire Robin des Bois a immédiatement connu un franc succès. Après seulement 2 ans, il s'est vu obligé de déménager ses locaux sur le boulevard Saint-Laurent afin de les agrandir pour une meilleure capacité. Sa fondatrice, Judith Servet, nous a expliqué avoir misé sur l'aspect familial du restaurant, notamment en faisant appel à des bénévoles qui assurent le service et la confection des plats. Ceci lui permet de se démarquer de ses concurrents. Alors que le restaurant vient de souffler sa 10e bougie, Judith Servet ne compte pas s'arrêter là. Mathieu, on aimerait savoir un jardin, on aimerait savoir des chèvres qui se promènent dans le resto, des poules. Non, mais puis bon, développer tous les produits dérivés, parce que notre confit de canard, la soupe d'ail, on aimerait ça que ça soit vendu dans d'autres magasins, puis qu'on pourrait avoir un petit pourcentage de profit quand ça sort. Pourquoi pas un food truck qui se promène? Bon, il y en a qui disent c'est payant, il y en a d'autres que non. Bon, toutes sortes de projets. L'objectif d'un tel fonctionnement est de reverser le plus de profit possible à des organismes qui luttent contre l'isolement. Afin de faire son choix, Judith Servet a misé sur la proximité afin d'assurer un réel contact avec les organismes choisis. Ainsi, le Chénon, le Refuge de Gênes, la Jeunesse au Soleil et le Centropole Roulant se sont vus reverser pas moins de 85 000 $ depuis le début de l'aventure. Une somme que Judith espère voir augmenter avec ses nouveaux projets. Les étudiants de Concordia souhaitent révolutionner le monde entrepreneurial médical en développant un robot qui assisterait le personnel hospitalier. Comment vous sentiriez-vous si un robot était présent lors de votre expérience à l'hôpital? Des jeunes qui étudient en génie électrique et informatique explorent la question tout en développant un robot. Anne-Hélène May les a rencontrés. Les médias relaient les uns après les autres des témoignages d'infirmières qui se disent débordées. Pour soulager la charge de travail des infirmières et préposer aux bénéficiaires, pourquoi ne pas se munir de robots assistants? Un robot qui est capable d'aller chercher même des barbouillettes, des serviettes dans un entrepôt, puis les apporter aux patients, leur apporter un bol d'eau. Bogdan Parot est étudiant en génie électrique à Concordia. Avec son équipe composée d'ingénieurs informatiques, ils ont le projet de créer un robot aide-soignant pour les hôpitaux, résidences ou encore à domicile. Il sera similaire à celui offert par la compagnie allemande KUKA. On veut bien aussi que le robot soit capable de se diriger vers le patient tout seul, sans avoir que ça soit poussé par quelqu'un, comme le chariot conventionnel qu'on connaît dans les hôpitaux. Également, ils sont capables de, s'ils voient un obstacle, de se déplacer, d'éviter tout obstacle, donc de suivre les infirmières de façon la plus sécuritaire possible. Le robot se repérera à partir de marquages au sol et d'un système de reconnaissance par radio-identification, comme les robots Kiva, développés dans les entrepôts du magasin en ligne Amazon. Si tu veux le cerveau du robot, ça va être ça ici. L'équipe s'est aussi inspirée de Therapio, le robot japonais pionnier dans le domaine des soins de santé, qui entreprend tout seul des tournées dans les chambres des patients pour mesurer les signes vitaux, en plus d'enregistrer chaque intervention grâce à une petite caméra. Les 5 étudiants de Concordia estiment que cela ne serait pas applicable au Québec pour des questions d'éthique. Donc avoir un robot qui est situé dans une chambre va permettre aux infirmières de rentrer les données directement sur le robot, puis pouvoir tout de suite donner accès au docteur. Bien qu'encore à l'état embryonnaire, le projet jette les bases de la robotique en milieu hospitalier. Un prototype sera présenté au printemps 2017 et Bogdan Parot et son équipe souhaitent développer le projet jusqu'à sa mise en service dans les installations de soins de santé de la province. Qu'en pensent les professionnels de la santé? En centre d'hébergement, c'est des gens qui sont pratiquement en fin de vie, qui ne sont plus très capables d'interagir avec leur environnement.
Le contact qu'ils ont avec d'autres humains, c'est le contact de soins. Si on installe un robot pour aller lui donner ses médicaments, est-ce qu'on n'est pas sûr que, d'un, qu'il va être capable de prendre ce que le robot lui donne, puis ensuite, on vient d'enlever un temps d'interaction avec la personne. Nous avons aussi interrogé l'unité d'éthique clinique de la Cité de la Santé de Laval. Est-ce qu'ils vont passer plus de temps justement à comprendre comment ça fonctionne que de finalement passer du temps? Parce que des fois, c'est ce qui arrive avec les ordinateurs, puis avec les différentes générations, tu sais, ça devient des fois tellement compliqué. Du travail à la chaîne, c'est décrié. Les patients n'aiment pas ça. Hein? Donc, je pense que les robots vont être les pires instruments pour le caring. L'enjeu avec la technologie, c'est qu'on ne peut pas y résister. L'enjeu qu'on a, c'est pas de dire est-ce qu'on dit oui ou non, parce qu'on n'a pas ce choix-là. La question, c'est plus de dire comment on va composer avec ça pour qu'on maintienne le sens. Loin de vouloir disqualifier l'initiative des étudiants en génie, les éthiciens appellent à la prudence. Plutôt que de risquer de créer un nouveau besoin avec une nouvelle technologie, ils encouragent les concepteurs à se pencher plus rigoureusement sur les difficultés rencontrées par les patients et le personnel soignant. C'était un reportage d'Anne-Hélène May pour Top Chrono. Allons observer de plus près une des entreprises québécoises les plus connues au monde, le Cirque du Soleil, qui fait maintenant rayonner son succès sur des jeunes dans le besoin. Nous connaissons tous le Cirque du Soleil pour ses spectacles colorés, mais nous connaissons moins son engagement social. Le Cirque hors piste est un organisme créé par le Cirque du Soleil qui aide les populations marginalisées de Montréal. Par le biais de la création, le cirque soutient le développement personnel des jeunes de manière sociale, physique et personnelle en situation de précarité. Rejoignons Alizé Calza sur le terrain. Oui, je suis actuellement devant les locaux du Cirque hors piste. Cet organisme a été créé en 1995 par le Cirque du Soleil. Il utilise les arts de la scène comme un outil d'intervention sociale. Je vous propose d'écouter à ce sujet Karine Lavoie, coordinatrice de l'organisme. L'objectif à l'époque du fondateur Guy Laliberté, c'était vraiment de redonner. Puis la cause qu'il a choisie, c'est les jeunes en difficulté, entre autres parce que le Cirque du Soleil est né dans la rue. Basé à Montréal, le Cirque hors piste tente d'aider les personnes marginalisées par leur parcours de vie. Ainsi, les personnes en précarité financière ou atteintes de troubles mentaux, les itinérants, les toxicomanes ou même les jeunes qui n'ont pas d'espace pour pratiquer leur art peuvent participer aux activités de l'organisme. C'est vraiment ouvert à tous, donc tout le monde peut comme venir faire le cirque puis venir comme nous approcher. La particularité de notre approche, c'est qu'on n'est pas juste des instructeurs de cirque ou des artistes de cirque qui enseignent le cirque, mais on travaille toujours en tandem avec un intervenant social. Ce tandem permet aux jeunes de faire un parallèle entre les activités du cirque et leur vie quotidienne. Avec ce système, l'organisme subvient aux besoins particuliers de chaque participant. Ainsi, par année, le cirque hors piste vient en aide à 150 à 200 jeunes marginalisés, âgés entre 18 et 30 ans. De plus en plus de professionnels optent pour un espace de travail collaboratif. Il est maintenant possible de louer des espaces, que ce soit à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois, comprenant toutes les commodités d'un bureau moderne, avec Internet haute vitesse, des salles de conférence et des espaces pour les repas. Des entrepreneurs de différents domaines sont réunis sous un même toit et peuvent échanger, créer un nouveau réseau de contacts et même collaborer entre eux pour dynamiser leurs projets respectifs. À Montréal, on retrouve entre autres la gare, située au Mylène, et WeWork, qui se trouve au centre-ville. Les cafés coopératifs sont une option encore plus économique. Par exemple, le Gab, situé sur le boulevard Saint-Laurent, offre un service de restauration, mais aussi des espaces fermés équipés d'une grande table pour favoriser le travail d'équipe. On se trouve présentement au Café Gab sur la rue Saint-Laurent, qui est en fait un café collaboratif. Bonjour Gabriel. Salut, ça va bien? Ça va bien vous-même. En fait, comment vous est venue l'idée de votre commerce? Ben, mon partenaire et moi, on est chacun travailleur autonome. Lui, il est graphiste, moi je suis développeur. Puis on cherchait une place où travailler. Les deux, on aimait ça travailler dans une ambiance de café. Puis ça n'existait pas vraiment une place où on pouvait travailler de manière plus professionnelle dans une ambiance de café. Fait que vu que ça n'existait pas, on l'a inventé. Puis c'est quel genre, est-ce qu'il y a une clientèle cible ou c'est vraiment toutes sortes de personnes qui viennent ici? Il y a des étudiants, c'est surtout des travailleurs autonomes, fait que graphistes, programmeurs, même des blogueurs, etc. Là. Fait que
C'est définitivement varié. Est-ce que vous avez vu depuis l'ouverture des gens qui nouent des contacts professionnels, puis ça crée des nouvelles opportunités? Bien, clairement, là, je veux dire, l'endroit favorise les collisions. Là, même, nous, on s'est fait des amis à travers le processus, puis d'autres, quand on a besoin à travers nos projets de quelqu'un, puis la personne est juste là, puis on travaille avec elle depuis, on se met à se lancer des contrats entre nous autres. Là, fait que définitivement, c'est un peu le concept d'un espace collaboratif aussi, là, qui est avantageux par rapport à travailler seul chez soi. Alors, merci Gabrielle. Ça fait plaisir, merci à toi. Merci au pub Pic Caribou à Montréal de nous avoir accueillis. C'est tout pour aujourd'hui. Lors de votre prochaine émission, Kim Benoît-Lapointe vous présente un reportage sur le laboratoire Culture inclusive, parce que selon la Charte des droits de l'homme, tous peuvent prendre part à la vie culturelle de leur communauté. C'est dans ce but que le laboratoire Culture inclusive voit le jour. Rendre accessible à tous l'art et la culture, plus précisément aux personnes à risque d'exclusion sociale, comme par exemple les immigrants, les sans-abri, les déficients intellectuels et beaucoup d'autres. Tout sur ce sujet et bien plus encore. On se retrouve donc pour une autre émission d'information dans une semaine. Top Chrono.